c'est un sujet qui nous fait devoir d'une sincérité particulière. L'engagement français en Afghanistan commande que l'on dise ce que l'on pense par respect pour ceux qui, ayant obéi, ils sont morts. 89, nous en avons perdu sur place. Il en est encore qui souffrent parce qu'ils sont vivants, blessés. On peut en rencontrer à l'hôtel des Invalides. Par conséquent, tout ce que j'ai à dire, naturellement, je le dis en commençant par saluer et exprimer mon respect aux familles des morts et à ceux qui ont souffert. Il n'empêche que depuis le premier jour, j'ai eu la possibilité d'exprimer mon opposition absolue à cette guerre d'Afghanistan, dont je n'ai pas cru un instant qu'elle était ce qu'on en disait. Les Américains y sont entrés avec l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ça ne manque pas de sel, l'Afghanistan n'ayant aucune frontière sur l'Atlantique Nord, ils y sont entrés pour châtier, paraît-il, les auteurs de l'attentat du 11 septembre. Ceux qui connaissaient un peu le dossier savaient que ce n'était pas possible, parce que on ne peut pas croire que l'attentat ait été organisé depuis là, et d'ailleurs M. Ben Laden, dont les autorités approximatives de l'époque avaient proposé de le donner à la justice des États-Unis d'Amérique, ce qui avait été refusé. M. Ben Laden, pour terminer, a été capturé au Pakistan. Donc il était clair qu'il n'était pas là où on comptait l'y trouver. Mais ce n'est pas la seule raison purement formelle. On savait, les Français savaient, que Anglais et Américains s'entraînaient depuis déjà 2 mois et avaient prépositionné des forces dans la région. Par conséquent, ce n'est pas l'attentat. L'attentat a servi en quelque sorte de prétexte à l'intervention. Ce qui était alors en jeu, c'était déjà une politique de contournement de la Russie pour installer un pipeline qui devait contourner la Russie, et c'était ça l'objet essentiel. Les conversations avaient été très engagées entre les pétroliers américains et le gouvernement afghan de l'époque, et la compagnie nord-américaine était la compagnie Unocal. À la fin, j'ai connu un diplomate, non plus diplomate à l'époque, qui m'avait dit « Mais monsieur Mélenchon, même si vous aimez les marchands de chaussures, que diriez-vous si dans le gouvernement français, il y avait sur 20 ministres 17 marchands de chaussures ?» Eh bien, il dit ben, « Nous, c'est ce qui nous arrive. Sur 20 ministres, il y en a plus de 15 qui sont des pétroliers aux États-Unis d'Amérique. » Alors, dans cette ambiance, le représentant particulier de la compagnie Unocal a été désigné par M. Bush pour organiser les négociations. M. Bush lui-même avait un rapport avec la compagnie Unocal. Le président Aziz Karzai, si mes souvenirs sont bons, était lui aussi consultant de la compagnie Unocal. Si on veut comprendre la guerre d'Afghanistan, il faut suivre le pipeline. Et ce n'est pas le seul cas où les guerres n'ont aucune autre signification que d'être un accompagnement ou une préparation du passage des pipelines. Dans ces conditions, je rappelle, évidemment, nous avons encore eu un attentat, que la guerre d'Afghanistan est gagnée depuis le 17 décembre 2001, puisque c'est là que les États-Unis d'Amérique ont annoncé leur victoire. Naturellement, il n'en est rien. On le sait tous autant qu'on est. Des élections présidentielles ont lieu, oui, on va appeler ça comme ça, des élections présidentielles. La fois d'avant, lorsque M. Karzai a représenté sa candidature, je parle avant le président actuel, il y avait un risque au 2e tour, alors on a tout bloqué jusqu'à ce que le second, qui devait être présenté au 2e tour, retire sa candidature et que M. Karzai puisse être candidat tout seul. Cette fois-ci, les élections devaient avoir lieu le 20 avril, elles ont été reportées au 20 juillet et ensuite au 28 septembre. Il y a fort à parier qu'après l'abominable attentat qui a eu lieu dans un meeting, c'est une tuerie auquel on ne peut s'habituer quand on les regarde un peu, qu'on suit, qu'on comprend de quoi il s'agit. Ce sont à chaque fois des meurtres de masse, dans une sauvagerie absolument indescriptible. Mais il faut dire que nous-mêmes, ou en tout cas les États-Unis d'Amérique, montrent un curieux exemple. Tout de même, est-ce qu'une seule personne se souvient ici du fait que les États-Unis d'Amérique ont
expérimenté en Afghanistan la plus grande bombe conventionnelle qui ait jamais été tirée de toute l'histoire de l'humanité. Je dis conventionnelle, c'est-à-dire non nucléaire. Cette bombe a été jetée sur l'Afghanistan, elle représente la puissance de destruction de la bombe d'Hiroshima. Et personne n'a parlé nulle part, ni des raisons pour lesquelles une telle arme a été jetée sur les Afghans, ni les résultats qu'on en attendait, et certainement n'ont-ils pas été brillants, puisque nous voici rendus de nouveau à une situation où les 3/4 du territoire ne sont contrôlés par personne, c'est-à-dire sont contrôlés par les bandes rivales qui constituent l'opposition au pouvoir actuellement en place. Et c'est dans ce contexte que nous voici avec un accord de libre-échange, qui paraît tout à fait extraordinaire, un accord de libre-échange avec l'Afghanistan. D'abord, nous, pour des raisons de principe, nous sommes contre le libre-échange, nous n'y croyons pas. Nous pensons que la coopération permet un travail correct d'un pays à l'autre, mais que le libre-échange part d'un postulat qui est que du moment que les marchandises circulent, tout va bien. Non, c'est le plus puissant qui finit par l'emporter et écraser les productions locales. Je me demande bien ce que les Afghans ont l'intention de nous vendre. Ce que je sais, c'est que dans la période d'occupation des Nord-Américains, l'Afghanistan, dont avait été éradiquée la production de drogue, est redevenu le premier producteur mondial de drogue, sous les yeux de l'armée américaine, et d'ailleurs c'est là qu'ils plantaient les zones qui étaient soi-disant, enfin, nommées comme zones sécurisées. Nous voilà donc avec un accord de libre-échange, et moi je dis très tranquillement aux collègues, je suis sûr que ceux qui vont voter pour cet accord, quoi? Oui, mais c'est pareil. Mais oui, mais bien sûr. Mais évidemment, c'est mon analyse. C'est un accord de libre-échange, le énième dans le même genre. L'accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l'Union européenne et l'Afghanistan. Par la force des choses, c'est un accord de libre-échange. Attendez, je vais entrer dans le détail, j'ai compris le reste. Mais sur le plan commercial, je veux quand même que les collègues sachent ça. On n'a jamais vu l'Union européenne signer autre chose qu'en matière de commerce, du libre-échange. Maintenant, puisque vous m'y invitez, monsieur le ministre, de manière impatiente, je le vois bien, je voudrais vous dire que le reste ne sent pas meilleur. L'article 4 promeut les droits de l'homme, c'est parfait, ils n'ont aucune réalité là-bas, puisque la Constitution elle-même est placée sous l'empire de la religion et qu'il existe un conseil qui examine chaque loi du point de vue de sa conformité à la religion. Dans les droits de l'homme, le premier est la liberté de conscience. La liberté de conscience n'existe pas dans ce pays. Je le déplore, évidemment. Et je ne veux pas dire qu'on n'ait pas le droit d'avoir une religion, ni même qu'un législateur ne puisse pas s'inspirer de ce que lui suggère sa religion personnelle. Mais que la religion devienne la base de la constitution d'un État, non, ça s'appelle une théocratie. Et dès lors que c'est une théocratie, il n'y a pas de liberté de conscience, donc les droits de l'homme n'existent pas. L'article 5 promeut l'égalité femmes-hommes, tant mieux. Je veux dire, on peut faire une longue liste de souhaits, mais l'Assemblée a le droit de savoir que dans l'actuelle législation de l'Afghanistan, le mari, par exemple, a le droit de refuser soins et nourriture à sa femme si elle lui refuse des rapports sexuels. De la même manière, une femme doit obtenir l'autorisation d'une autorité masculine pour ouvrir un compte en banque. De la même manière, une femme n'a pas le droit de recevoir un héritage. En vain me dira-t-on que ce sont des prescriptions liées à la religion, non à une interprétation particulière de la religion, la plus féroce qui se fait dans cet endroit. L'article 24 promeut l'état de droit. Eh bien, il ne reste plus qu'à l'observer. Comment peut-on parler d'un état de droit dans un pays qu'une puissance étrangère dans lequel une puissance étrangère peut faire ses essais d'armement? L'Afghanistan est appelé dès l'article 1, pardon, monsieur le ministre, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par ça, parce que je voulais m'en débarrasser. Mais l'article 1 appelle à supprimer les entraves au commerce. Alors là, voilà quelque chose d'assez extraordinaire pour être souligné. Les entraves au commerce avec l'Afghanistan. L'article 13 fait l'apologie des règles de l'OMC, et vous voudriez qu'on vote ça. L'article 20 invite à faciliter la circulation des capitaux. Ah ben pas moi. Je ne suis pas d'accord pour que circulent les capitaux afghans dans la mesure où leur origine est criminelle pour la plus grande partie d'entre eux. L'article 37 vise l'exploitation des ressources naturelles et chacun comprend qu'il s'agit d'y faire respecter la liberté du commerce, blablabla, et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le droit des Américains de prendre ce qui leur plaît dans ce pays, puisqu'ils y sont déjà en armes, et quoi qu'ils aient gagné il y a maintenant depuis 18 ans, ils y sont encore 14 000 sur place.
Nous autres, les Français, on a payé cher de les accompagner dans cette aventure qui n'avait pas de sens. On n'a jamais su qui on combattait. Je le dis pour les collègues qui s'intéressent de près à ces choses, et s'ils sont dans cet hémicycle, c'est que c'est le cas. Alors c'était tantôt des rebelles, tantôt des talibans, tantôt des insurgés, mais qui combattait-on au juste? Eh bien, ils n'ont jamais été nommés d'une quelconque manière précise que ce soit. J'ajoute que dans le passé, à part le pétrole et l'expérimentation des armements, nous-mêmes, nous avons tiré une quantité de munitions qui, à l'unité, valait 1,3 million. Bon, alors le matériel fonctionne, mais personne ne nous a jamais parlé du bilan de l'utilisation d'un tel matériel aussi sophistiqué pour aller bombarder des grottes, des huttes et des tranchées comme chacun les connaît là-bas. Il y avait aussi la chasse aux subventions. Les collègues doivent savoir qu'un seul jour de la guerre qui a été menée là-bas, un seul jour de la guerre, aurait suffi à nourrir et instruire tous les enfants afghans. Mais la vérité, c'est que le 85, comme cela a été dénoncé par un rapport qui a été présenté au Parlement européen, et dont j'ai une fraîche mémoire, puisque j'étais membre de cette commission au Parlement européen, eh bien, ce rapport établissait que 85% des sommes qui étaient investies ou données à l'Afghanistan pour le reconstruire, l'aider à faire ceci, l'aider à faire cela, 85% de ces sommes revenaient vers, on réouvre les guillemets, l'Occident, c'est-à-dire les pays occupants et leur personnel qui était présent sur place. Si bien que ce pauvre pays a fonctionné comme une espèce de pompe à alimenter des circuits financiers dont il n'a jamais eu le bénéfice. Évidemment, ça ne m'empêchera pas à ce moment de saluer, bien sûr, le travail des nôtres là-bas, la restauration du lycée français, ces choses magnifiques que quelques pauvres personnes essayent de maintenir en état de marche. Revenons au point de départ. Les Russes sont entrés en Afghanistan au moment où les alliés de l'OTAN, eux, par le biais de M. Saddam Hussein, entraient en Iran. C'était l'époque où on craignait que tout le système de la zone s'effondre du fait du triomphe de la République islamique d'Iran. Les Russes ont été battus par la résistance de l'Afghanistan, qui de toute façon résiste d'une manière telle que personne ne les a jamais vaincus, que ce soit les Anglais, les Américains, les Russes, qui que ce soit, tout le monde qui est passé par là a été battu pour les mêmes raisons à chaque fois, qui est qu'on ne peut pas imposer de force à des gens un régime dont ils ne veulent pas. Ils ont, après cela, les Américains ont entretenu ce qui s'appelle Al-Qaïda, qui a changé de nom à plusieurs reprises. Al-Qaïda, cela signifie en arabe la base. La base, Al-Qaïda et M. Ben Laden sont des créatures de l'organisation nord-américaine en lutte contre l'URSS. Et à partir de là, comme toujours dans ce genre de situation confuse, où chacun vient et amène ses propres raisons de combattre et repart avec elles, la situation a dégénéré au point que Al-Qaïda est devenu le monstre dont tout le monde a le souvenir, jusqu'à l'exécution de son fondateur, mais sans que pour autant la force politique qui a été constituée de cette manière ne soit jamais dissoute. Aujourd'hui, de nouveau, ceux qui ont été vaincus en Syrie ont fait le déménagement de retourner en Afghanistan, d'où beaucoup étaient passés pour instruction auparavant, et on peut imaginer que, hélas, la guerre va prendre de nouveau une tournure à laquelle je ne crois pas que nous soyons en état de répondre avec de tels procédés. J'avoue que si je devais dire par quel bout il faut prendre une situation pareille, je serais aussi embarrassé que vous, Monsieur le Ministre, et que tout le monde l'est concernant ce pays. Ce qui est certain, c'est que les guerres qu'on y mène ne nous mènent nulle part. Maintenir sur place des marionnettes à la fin ne fait que nous obliger à consentir à des choses insupportables. La nouvelle constitution de l'Afghanistan a été élaborée par une assemblée coutumière religieuse qui a décidé des règles d'organisation politique de ce pays. Mais qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Il faut laisser ce peuple en paix, s'en débrouiller comme il veut de sa propre situation, et voir ensuite avec qui on peut discuter, à la condition, évidemment, que les gens qui finissent par surnager aient un minimum de légitimité. Aussi longtemps que nous croirons que nous pouvons fabriquer de l'extérieur des légitimités, nous n'arriverons à rien dans ce coin. J'ai dit, Français, on a payé cher. 89 morts. On a eu jusqu'à 5000 soldats là-bas. Le président Sarkozy avait voulu qu'on figure de manière très digne dans la bataille, si bien que nous avions le coin le plus pourri d'Afghanistan a été pour les Français. Tout là-bas au fond,
d'où les Anglais étaient installés dans leur guerre à eux, et dont ils sont revenus qu'à un quart, les 2/3 de leur contingent ayant été assassinés en cours de route. Voilà ce que nous avons fait. Voilà, je finis. Je redis ma gratitude aux combattants français. Je vous redis que nous ne sommes en train de rien régler, que pour ma part, je ne voterai pas quelque chose qui ne correspond à rien de ce à quoi je crois. Un dernier mot, Monsieur le Ministre. Ayez soin des traducteurs de l'armée française. Il n'est pas normal qu'ils aient été abandonnés comme ça. Seulement quelques-uns ont eu le droit d'asile. Si quelqu'un mérite le droit d'asile, ce sont les supplétifs qui ont aidé nos forces sur place et qui sont menacés de mort et vivent dans l'errance, à la rue, avec des enfants terrorisés, avec des familles des fois qui sont restées en cours de route. Voilà. Monsieur le ministre, je suis sûr avoir l'assentiment de mes collègues. Pitié pour nos traducteurs. Merci.